La porte d'entrée s'ouvrit sur un silence brisé uniquement par le son de pleurs étouffés. Daniel se tenait dans l'encadrement de la porte, ses bottes de travail encore poussiéreuses après 3 semaines sur la plateforme pétrolière, écoutant les sanglots étouffés de sa femme provenant de leur chambre à l'étage. Son fils de 8 ans était assis, figé sur le canapé du salon, les yeux écarquillés de confusion et de peur qu'il ne pouvait nommer. « Je ne sais pas ce qu'a maman, » murmura le garçon. « Elle ne veut pas me le dire. » Le cœur de Daniel battait la chamade alors qu'il montait les escaliers, chaque marche plus lourde que la précédente. Que s'était-il passé pendant son absence? Et pourquoi la maison semblait-elle retenir son souffle? Daniel Crawford était un rougneck, âgé de 36 ans, qui travaillait sur les plateformes pétrolières offshore dans le golfe du Mexique. 3 semaines sur place, 2 semaines de congé, c'était le rythme de sa vie. L'argent était bon, suffisamment pour offrir à sa famille une maison confortable dans une banlieue tranquille du Texas. Sa femme, Sarah, était enseignante, douce et stable, le genre de femme qui faisait de leur petite maison un sanctuaire. Leur fils Jacob était brillant et curieux, posant toujours des questions auxquelles Daniel ne savait pas toujours répondre. Daniel était parti pour une rotation routine, embrassant Sarah un mardi matin d'octobre. Tout avait été normal, ordinaire, en sécurité. Elle avait préparé son déjeuner, lui avait rappelé d'appeler quand il le pourrait, avait promis de maintenir les notes de Jacob pendant son absence. Les 3 semaines s'étaient écoulées comme toujours, travail dur, mère agitée, longues heures et la douleur constante de manquer la maison. Mais quand Daniel franchit le seuil de la porte ce vendredi après-midi, quelque chose était différent. La maison était trop calme. Jacob n'avait pas couru pour l'accueillir comme il le faisait d'habitude. Au lieu de cela, le garçon était assis immobile sur le canapé, ses petites mains agrippant une couverture, son visage pâle d'inquiétude qu'il était trop jeune pour comprendre. « Papa » dit Jacob, sa voix petite. « Maman pleure depuis 2 jours. Elle ne mange pas. Elle reste juste dans votre chambre. » Daniel sentit de la glace se former dans sa poitrine. 2 jours. Qu'est-ce qui pouvait faire pleurer Sarah pendant 2 jours? Une maladie? Une mauvaise nouvelle? Était-il arrivé quelque chose à sa famille? Il laissa tomber son sac de voyage et monta les escaliers 4 à 4. La porte de leur chambre était fermée mais pas verrouillée. Daniel la poussa doucement. Sarah était recroquevillée sur le lit, le dos tourné vers la porte, ses épaules tremblant de larmes silencieuses. Les rideaux étaient tirés. La pièce sentait le renfermer, comme si le chagrin y avait vécu. « Sarah, dit doucement Daniel, je suis rentré. » Elle ne se tourna pas, ne parla pas, continua juste de pleurer. Daniel s'approcha du lit et s'assit à côté d'elle, sa main rugueuse trouvant son épaule tremblante. Que s'est-il passé? Pas moi. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Sarah se retourna. Son visage était enflé, ses yeux rougis et creux. Elle le regarda comme si elle voyait un fantôme. « Je pensais que tu étais mort, » murmura-t-elle. Le cœur de Daniel s'arrêta. « Quoi ?» La voix de Sarah se brisa alors que les mots sortaient en cascade. « Il y a 4 jours, 2 hommes sont venus à la porte. Ils ont dit qu'ils venaient de ta compagnie. Ils ont dit qu'il y avait eu un accident sur la plateforme. Ils ont dit que tu n'avais pas survécu. » La pièce tangua. Daniel ne pouvait pas respirer. « Ils m'ont montré des papiers, » continua Sarah, ses mains agrippant sa chemise comme si elle avait peur qu'ils disparaissent. « Des documents officiels. Un certificat de décès. Tout. Ils ont dit que ton corps était en cours de récupération. Que quelqu'un des ressources humaines me contacterait pour les avantages et les arrangements. » Daniel sentit la rage et la confusion déferler sur lui comme une vague. « Sarah, j'étais sur la plateforme tout ce temps. Il n'y a pas eu d'accident. Je suis là. Je suis vivant. Je le sais maintenant, sanglota-t-elle, mais pendant 4 jours, j'ai pensé que tu étais parti. J'ai dû dire à Jacob que son père était mort. J'ai dû appeler ta mère. J'ai dû planifier des funérailles pour un homme que je pensais ne plus jamais revoir. Avez-vous déjà reçu des nouvelles qui ont brisé votre monde? Avez-vous déjà senti le sol disparaître sous vos pieds alors que le reste du monde continuait de tourner? » Daniel serra sa femme dans ses bras, sentant son corps trembler du traumatisme de ces 4 jours impossibles. En bas, Jacob se tenait au bas des escaliers, écoutant, essayant de comprendre comment son père pouvait être à la fois mort et vivant. L'esprit de Daniel tournait à toute vitesse. Qui étaient ces hommes? Pourquoi quelqu'un ferait-il semblant qu'il est mort? Quel genre de plan cruel et tordu était-ce? As-tu gardé les papiers qu'ils t'ont donnés? Demanda Daniel. Sarah hocha la tête, pointant vers la commode. Daniel trouva les documents, des certificats d'apparence officielle, du papier à en-tête de la compagnie, même une lettre de condoléances signée par quelqu'un se prétendant être le superviseur de la plateforme. Mais Daniel connaissait le superviseur.
Ce n'était pas sa signature. Ses mains tremblaient alors qu'il sortait son téléphone et appelait son véritable superviseur. La conversation fut brève et choquante. Il n'y avait pas eu d'accident, pas de décès, aucune communication officielle envoyée aux familles. Quelqu'un avait orchestré une fraude élaborée et sans cœur. Mais pourquoi? Au cours des heures suivantes, alors que Sarah sortait lentement de sa stupeur de chagrin, les pièces commencèrent à s'assembler. Daniel passa des appels à la compagnie, à la police, à la banque. Et c'est là qu'ils le découvrirent. Pendant que Sarah se noyait dans un faux chagrin, quelqu'un avait tenté d'accéder à leur compte bancaire. Le certificat de décès faisait partie d'un système sophistiqué de vol d'identité. Avec Daniel officiellement mort, les criminels avaient tenté de réclamer des avantages d'assurance-vie, de vider leurs économies, même de falsifier des documents pour transférer des titres de propriété. L'arnaque avait échoué, heureusement, parce que Sarah dans son chagrin avait été trop paralysée pour répondre rapidement aux demandes financières. Le département de fraude de la banque avait signalé l'activité inhabituelle, mais les dommages émotionnels étaient faits. Daniel serra sa femme toute la nuit alors qu'elle tremblait d'un traumatisme qui n'avait pas de blessure physique. Elle l'avait pleuré, vraiment pleuré. Elle avait imaginé un avenir sans lui, avait senti le poids écrasant d'élever leur fille seule, avait touché le bord d'une obscurité qu'elle ne voulait plus jamais visiter. « Je ne pouvais pas respirer », lui dit-elle dans les heures calmes avant l'aube. C'était comme si le monde avait pris fin, comme si la couleur s'était écoulée de tout. Je regardais Jacob et je ne savais pas comment lui dire que tu ne rentrerais pas à la maison. La gorge de Daniel se serra. Il pensa à ces 3 semaines sur la plateforme, se plaignant du travail, de la chaleur, de l'ennui. Pendant qu'il était agacé par la routine, sa femme vivait un enfer. L'enquête de police avança rapidement. Les hommes qui avaient frappé à leur porte faisaient partie d'un réseau plus large, ciblant les familles des travailleurs offshore. Ils exploitaient l'isolement, la nature dangereuse du travail, la peur que chaque au revoir puisse être le dernier. Ils profitaient du chagrin avant même qu'il ne soit réel. 2 arrestations furent effectuées en 1 semaine. Les documents étaient des faux, le certificat de décès une fabrication cruelle. La compagnie de Daniel présenta des excuses formelles et resserra les protocoles de sécurité. Mais les excuses ne pouvaient pas effacer ce que Sarah avait vécu. Dans les semaines qui suivirent, Sarah eut du mal. Elle se réveillait la nuit, cherchant Daniel, ayant besoin de confirmer qu'il était réel. Elle sursautait aux sonnettes. Elle ne pouvait pas regarder les nouvelles sans ressentir de panique. Le vol de sa paix était plus précieux que tout ce qu'on avait pris de leur compte bancaire. Daniel prit un congé anticipé du travail. Il devait être à la maison. Sa famille avait besoin de guérir et la guérison nécessitait la présence. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche regardant Jacob jouer dans la cour, Sarah parla doucement. « J'ai appris quelque chose de terrible, dit-elle. J'ai appris à quel point tout est fragile. À quelle vitesse la joie peut se transformer en cendre. Combien je prenais pour acquis. » Daniel hocha la tête, sa propre gorge serrée. « Mais j'ai aussi appris quelque chose de beau, » continua Sarah, sa main trouvant la sienne. « J'ai appris à quel point je t'aime, à quel point tu comptes, pas seulement en tant que pourvoyeur ou mari, mais en tant que personne qui donne un sens à mon monde. » Daniel regarda sa femme, cette femme qui avait survécu à un faux chagrin et en était sortie de l'autre côté toujours disposée à aimer, toujours disposée à faire confiance, toujours disposée à espérer. « Je ne vais pas retourner sur la plateforme, » dit-il soudainement. La décision se formait depuis des jours, mais la prononcer la rendit réelle. « Je trouverai du travail plus près de la maison, même si ça paie moins, même si c'est plus dur. Je dois être ici. Vous avez besoin de moi ici. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, mais cette fois elles étaient différentes. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude. « Nous allons nous en sortir, dit-elle, et ils l'ont fait. Daniel trouva du travail dans une usine de fabrication locale. Le salaire était plus bas, les heures parfois plus longues, mais il rentrait à la maison tous les soirs. Il couchait Jacob. Il prenait le petit déjeuner avec sa famille. Il était présent. Le traumatisme de ces 4 jours s'estompa lentement, comme un bleu guérissant par étapes. Sarah commença une thérapie pour traiter le chagrin qui n'avait pas d'exutoire approprié. Jacob, avec la résilience de l'enfance, cessa graduellement de demander si son père était vraiment vivant. Mais quelque chose avait changé en eux tous. Ils se serraient un peu plus longtemps. Ils disaient « je t'aime » un peu plus souvent. Ils comprenaient, d'une manière que la plupart des familles n'ont jamais à comprendre, que demain n'est pas garanti. Une nuit, des mois plus tard, Daniel trouva Sarah regardant le faux certificat de décès qu'elle avait gardé dans un tiroir. Il faillit lui demander pourquoi elle l'avait gardé, mais puis il comprit. C'était un rappel, pas de la cruauté des étrangers,
mais de ce qui compte. Nous avons survécu, dit-elle simplement. Nous l'avons fait, acquiesça Daniel. Elle se tourna vers lui, ses yeux clairs et forts. Promets-moi quelque chose. Promets-moi que tu ne prendras jamais un seul jour pour acquis. Promets-moi que quand tu es ici, tu es vraiment ici. Je le promets, dit Daniel. Et il le pensait. Cher ami, combien d'entre nous vivons comme si demain était garanti? Combien d'entre nous sommes si concentrés à pourvoir que nous oublions d'être présents? Combien d'entre nous travaillons si dur pour construire un avenir que nous manquons le cadeau d'aujourd'hui? L'histoire de Sarah est un rappel douloureux que la vie est fragile, que les gens que nous aimons ne sont pas des éléments permanents, que chaque au revoir porte la possibilité d'être final. Mais c'est aussi une histoire de résilience, d'amour qui survit au traumatisme, de familles qui choisissent de guérir ensemble. Le plus grand vol n'était pas la fraude tentée sur leur compte bancaire. C'était le vol de la paix, de la certitude, de l'illusion confortable que la tragédie n'arrive qu'aux autres. Mais en perdant cette illusion, la famille Crawford a gagné quelque chose de plus précieux. La gratitude, la présence, la compréhension que chaque jour ordinaire est un cadeau extraordinaire. Si vous lisez ceci tout en étant physiquement présent mais émotionnellement absent, revenez. Si vous êtes si concentré sur demain que vous manquez aujourd'hui, arrêtez. Si vous prenez pour acquis les gens qui donnent un sens à votre vie, réveillez-vous. Sarah pensait avoir tout perdu quand elle croyait Daniel mort. Ce qu'elle a réellement découvert, c'était combien elle avait à perdre. Et cette prise de conscience, douloureuse soit-elle, est devenue le fondement d'une vie plus riche et plus intentionnelle. N'attendez pas une crise pour vous rappeler ce qui compte. N'attendez pas un faux chagrin pour vous apprendre la valeur d'une vraie présence. Les gens que vous aimez sont ici maintenant. Soyez ici avec eux, complètement, entièrement, avec gratitude, parce que la vie est fragile. L'amour est précieux, et chaque moment que nous avons ensemble est un cadeau que nous ne devrions jamais, jamais prendre pour acquis.